Bonjour Régis. Bonjour Kodjovi. Cette année, l'Afrique a fait l'objet sur quasiment le tiers du continent d'un défilé de personnalités politiques de premier plan des États-Unis. Il y a eu entre autres Anthony Blinken, le secrétaire d'État, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, et plusieurs émissaires diplomatiques. Et puis dernièrement, il y a eu la visite, la tournée de la vice-présidente Kamala Harris dans plusieurs pays africains. As-tu une idée de l'agenda des États-Unis en Afrique? L'agenda pour moi, il est clair. Je pense que les Américains, les États-Unis, pour être très concret, reviennent sur le continent africain après l'avoir un tout petit peu quitté. Et je pense que la visite de Kamala Harris, bien sûr, qui a été précédée de celle d'Anthony Blinken, qui est le chef de la diplomatie américaine, dit la chose suivante. Les États-Unis veulent être partout au monde. Partout où les États-Unis sont, c'est parce qu'en réalité, derrière, il y a déjà eu les Russes qui étaient, les Chinois, les Français. Et davantage, je pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans un monde qui est fracturé par beaucoup de rivalités stratégiques, les Américains ont compris que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être sur le continent africain. Après, bien sûr, il y a quelques raisons politiques. Les raisons politiques, pour moi, je les situe plutôt, pour être rapidement dans le temps, je les situe autour de la présidence de Donald Trump. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il est venu avec son slogan « America First ». Et America First le contraignait effectivement à ne s'occuper que des affaires américaines. Donc pendant ce temps, rappelle-toi, il a même traité les pays africains de pays de merde. Donc en réalité, parce que les pays africains ne l'intéressaient pas. Donc effectivement, le continent africain a été balkanisé, voire ignoré. Depuis que les démocrates sont revenus au pouvoir, ils veulent remettre pied sur le continent africain. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, il y a d'abord cette raison qui est très très politique. C'est de revenir sur un continent où ils avaient perdu pied par la faute donc, du républicain Donald Trump. Après, il y a effectivement aussi une raison qui pour moi qui est extrêmement économique. Et là, je veux parler de la Chine. La Chine, depuis 2 décennies sur le continent africain, est devenue l'ogre économique. C'est le premier partenaire commercial du continent africain. Les Américains ont compris la chose suivante. S'ils ne s'investissent pas sur le plan économique, ils risquent d'être rapidement devancés par la Chine. La Chine, je te donne un chiffre, hein, la Chine de 2002 à 2022 ont investi dans le cadre donc, des échanges commerciaux 282 milliards de dollars. Si on fait le ratio, les Américains, jusqu'en 2021, étaient à peine à 68 milliards. Donc quelque part, ça donne le signe qu'effectivement, les Américains aussi veulent aussi être sur le plan à la fois économique et le plan politique. Après, il y a un plan stratégique. Le monde tel qu'il est aujourd'hui a besoin quand même pour les grandes puissances d'être sur le continent africain. On a eu l'occasion de le dire, l'Afrique aujourd'hui, elle sert à la fois de relais de croissance politique et relais de croissance économique. Ça permet justement à toutes ces puissances, effectivement, quand elles veulent croître à travers le monde, de venir sur le continent africain. Donc les Américains ont compris qu'une fois encore, s'ils doivent étendre leur sphère d'influence sur le continent africain, il faut qu'ils soient présents. Donc ce qui fait que Kamala Harris était donc en Zambie, en Namibie et au Ghana. Et c'est pour affirmer la voix américaine. Hein. Donc bien sûr, il y a des raisons économiques, des raisons politiques et des raisons stratégiques qui font qu'une fois encore, les Américains ont compris que le train n'était non plus seulement en marche, mais il était lancé à grande vitesse. Et je veux même te dire que d'une manière ou d'une autre aussi, ils y sont aussi parce que les Russes aussi, de plus en plus, sont présents dans la région, sur le continent. Donc une fois encore, les Américains ne veulent pas que l'histoire leur soit contée. Ils veulent faire partie de l'histoire africaine. Quels sont les enjeux de cette visite américaine, surtout dans le contexte d'un monde fracturé par des rivalités stratégiques de puissance? Je parlais tout à l'heure de la Russie. Effectivement, les Russes, depuis quelque temps, bien sûr, ils sont sur le continent africain par le biais de coopération militaire, par le biais de coopération sécuritaire. Et les Américains ont compris, une fois encore, hein, au-delà de l'ogre chinois, qui est leur rival, je dirais, à la fois stratégique et économique, mais qu'ils avaient aussi un autre rival, qui était le rival russe, davantage plutôt sur les questions sécuritaires, sur les questions stratégiques. Donc, une fois encore, être sur le continent africain, c'est rivaliser avec 2 grandes puissances hein, que sont les Russes et que sont les Chinois. Même de façon très marginale, je parlerai de la France, mais en réalité, la France, faisant partie du bloc occidental, ne compte pas effectivement dans l'équation des rivalités stratégiques sur le continent africain. Les États-Unis ont compris que sur le continent africain, une fois encore, hein, que les Russes, aujourd'hui, ils y sont pour élargir leur sphère d'influence. Bien sûr, ils sont en Europe, ils sont dans le monde, et les Chinois sont plutôt dans une stratégie indo-pacifique. Et les Américains ont compris en réalité, il faut qu'ils soient sur plusieurs fronts. En réalité, on est dans une guerre qui ne dit pas son nom, et cette guerre, en fait, elle se joue sur plusieurs fronts. Il y a le front stratégique, le front commercial, le front économique, le front diplomatique.
Et partout où les Américains sentent qu'ils sont menacés, ils reviennent en force. Donc Kamala Harris, effectivement, a compris l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être sur le continent africain au moment où justement tout se passe sur le continent africain. Au Ghana, la vice-présidente a promis 100 millions de dollars pour lutter contre l'extrémisme dans 5 pays, dont le Ghana, le Bénin, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Togo. Alors, pour quelles raisons, pour quels enjeux travaillent les États-Unis dans ces pays-là? Les 100 millions que promet Kamala Harris ne sont pas, il n'y a aucune philanthropie. C'est pour des raisons sécuritaires. Et je pense aussi par derrière, c'est aussi une façon de sécuriser des investissements économiques. Effectivement, ces 100 millions, effectivement, ils interviennent dans un cadre qui, pendant longtemps, a été un peu, je dirais, exempté donc des menaces sécuritaires, des menaces terroristes. Quand on prend les pays, donc, les pays côtiers donc, qui bénéficient donc, de cette aide, de ces 100 millions, en réalité, c'est aussi une façon pour les États-Unis de sécuriser leurs investissements et de s'imposer dans un milieu où, effectivement, qui donne, effectivement, aujourd'hui, a besoin aussi de protéger les dons. Moi, je dis clairement ce qui se passe effectivement dans les pays côtiers qui, aujourd'hui, supplient malheureusement la menace terroriste qui part du Sahel, qui un peu plus loin, qui part de la Méditerranée et qui maintenant sont dans le Sahel aujourd'hui. Cette menace aujourd'hui, elle infuse partout. Et si les Américains donnent 100 millions, c'est à la fois pour de la logistique, pour de la formation et pour des équipements militaires. Après, il faudra voir de quelle façon les CCP pays appliqueront, ou je dirais, mettront en œuvre l'exécution donc des dépenses, parce qu'il est très important, 100 millions de dollars, c'est à la fois important, mais à l'échelle des enjeux, ça reste quand même une somme, je dirais, assez minorée. Ceci étant, il faudra regarder de près de quelle façon ces 100 millions vont être redéployés dans ces 5 pays et comment justement chaque pays pourra s'en accaparer, parce qu'il est très très important que sur le continent africain, non seulement qu'on puisse être aidé par l'extérieur, mais que par nous-mêmes, nous puissions aussi disposer des moyens pour faire face à notre propre sécurité. Il y a une focalisation particulière sur le groupe Wagner et cela préoccupe la division Afrique de l'Ouest du département d'État américain. Quelle analyse peux-tu faire de cela? Oui, le groupe Wagner, c'est devenu un peu l'épouvantail. Surtout pour le bloc occidental, bien sûr, le groupe Wagner est en Ukraine, sur le front ukrainien, déjà dans la guerre, je dirais, entre la Russie et l'Ukraine, et par ailleurs, l'Ukraine étant soutenue par le bloc occidental. Donc effectivement, Wagner, quelque part, je dirais, c'est le produit toxique qui est agité un peu partout. Et c'est le continent africain, bien sûr, Wagner est en Centrafrique. Et récemment, les Américains ont mis 4 tables et ont clairement dit aux Centrafricains, nous voulons bien vous aider, nous voulons bien retravailler avec vous, à condition que vous fassiez partir Wagner. Et effectivement, Wagner aujourd'hui est très très présent parce qu'effectivement, dans les conditions qu'on sait, bien sûr, ce groupe a une réputation sulfureuse et parfois, ce groupe est appelé par certains régimes sur le continent africain. Moi, je dirais, on peut discuter de la pertinence donc, du groupe Wagner sur le continent africain. Après, si chaque pays prend à cœur de travailler avec Wagner, c'est en fonction de sa souveraineté. Chaque pays décide de travailler avec Wagner. Après que les Américains décident de voir à travers Wagner, une fois encore, je dirais, l'élément perturbateur donc, dans leur relation avec les pays africains, alors c'est à eux de le prouver et de mettre en place, je dirais, la stratégie qui permettrait justement à ces pays de se passer de Wagner. Mais moi, ce qui est plus important pour moi, effectivement, que les Américains se focalisent sur Wagner, c'est assez normal. Comme je le dis une fois encore, c'est le produit toxique qui sent mauvais. Ce qui est plus important, c'est que dans le cas donc, de cette coopération militaire et sécuritaire avec les États-Unis, par exemple, que les pays africains puissent en toute autonomie faire face aux crises et aux menaces qui assaillent à la fois leurs frontières et à l'intérieur de leur pays. Au-delà de ça, les Américains auraient pu mettre 100 millions, 100 milliards. La question, en réalité, pour moi, elle n'est ni financière, elle n'est ni logistique, elle est davantage plutôt stratégique pour les pays africains. Maintenant, moi, je pense effectivement que dans le cadre de cette coopération, il faudra voir, parce que ça ne reste que des promesses, et Kamala Harris était en mission politique, et quasiment une mission de campagne électorale. Elle vient sur le continent africain, elle fait des propositions, elle jette, je dirais, à la face donc, du régime africain des promesses. Et moi, je dis, à travers ces promesses, il y a toujours un peu de contraintes, il y a toujours un peu de menaces, il y a toujours aussi des ultimatums. Donc, en réalité, il faut analyser à travers ces promesses aussi des ultimatums. Après, ça dépend. Chaque pays doit faire face en fonction de sa spécificité, de sa réalité, faire face à ces menaces. Que les Américains veulent aider les pays africains, pourquoi pas. Mais d'abord, moi, ce qui est plus important pour moi, et en tant que conservateur,
c'est que les pays africains puissent eux-mêmes se prendre en charge sur le plan sécuritaire. Alors, peut-on dire que l'Afrique est une vraie priorité pour les États-Unis ou quoi? Les Américains, effectivement, une fois encore, disent de l'Afrique, bien sûr, tout le monde dit de l'Afrique, c'est la priorité des priorités, c'est même l'urgence. Non, je pense qu'ils savent très bien, c'est ce continent, c'est le continent de la jeunesse. L'âge médian, c'est le continent, tourne autour de 19-23 ans, c'est le continent en entier. C'est un continent dont on sait que dans les 25 ans à venir, doublera sa croissance démographique. Et qui dit doublement de croissance démographique, dans la meilleure des espérances, peut aussi dire doublement de la croissance économique. Donc effectivement, les Américains viennent sur le continent africain parce qu'ils savent très bien pourquoi ils y viennent. Ils n'y viennent pas par philanthropie, il n'y a aucune philanthropie, il n'y a aucune aide, il n'y a aucune solidarité des peuples, mais soyons très très lucides là-dessus. Mais une fois encore, je pense que dans le cadre donc peut-être même des enjeux globaux que sont la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les bouleversements climatiques, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre je dirais, toutes les formes de menaces qui pèsent sur le monde, ces grandes puissances, pour peu qu'elles soient sincères, ont un intérêt, c'est que si l'Afrique va mal, le monde ira mal. Donc je pense qu'en réalité, c'est aussi une façon d'éviter que les vulnérabilités qui touchent le continent africain assaillent le reste du monde. Donc effectivement, tant mieux que l'Afrique soit la priorité des puissances dans le monde. Et il faut encore, pour amener un peu la couverture vers le continent africain et vers les pays africains, vivement que l'Afrique aussi soit la priorité des Africains. Merci beaucoup, Régis. Merci, mon ami.